Regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, coup d'envoi de la 12e édition de l'université d'été des cadres de la RASD et du Front Polisario dans la wilaya de Boumerdès sous le slogan « Lutte et sacrifice pour imposer l'indépendance et la liberté ». On vous amène dans cette édition au Maroc où les récoltes en olives sont menacées alors que le royaume souffre de sa pire sécheresse depuis des années. Les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme. Et enfin, J-1 avant les présidentielles au Rwanda. Plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour élire un président, mais également leurs représentants au sein du Parlement. Bonsoir à toutes et à tous. Coup d'envoi ce dimanche de la 12e édition de l'université d'été des cadres de la République arabe sahraoui démocratique et du Front Polisario à Boumerdès. Plus de 370 Sahraouis militants et dirigeants participent à cette nouvelle édition. Organisée par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, l'événement est placé sous le slogan « Lutte et sacrifice pour imposer l'indépendance et la liberté ». Aujourd'hui débute officiellement au centre universitaire de Boudouaou la 12e édition de la conférence de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD qui rassemble à peu près 380 participants sahraouis. Cette université d'été vise d'abord à donner l'occasion à des conférenciers algériens et sahraouis de présenter des sujets divers sur la géopolitique, l'économie, le social, la culture, devant les participants afin de leur donner les derniers développements qui se trouvent sur le dossier sahraoui. Évidemment, c'est aussi un acte de solidarité majeur du peuple algérien avec le peuple sahraoui, puisque ces Sahraouis resteront à peu près une dizaine de jours à Boudouaou et auront à connaître, à avoir des relations avec la population algérienne qui leur témoigne une grande fraternité et une grande sollicitude. Également, évidemment, pour cette conférence, considérant les similitudes qu'il y a entre le dossier palestinien et le dossier sahraoui, on parlera aussi de la Palestine et du drame que vit le peuple palestinien face à la barbarie de l'entité sioniste. La solidarité internationale avec le peuple sahraoui a également été présente pour l'ouverture, représentée justement par les amis du peuple sahraoui. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela. Le Venezuela soutient la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance, comme il soutient les droits du peuple palestinien. Nous avons durant de longues années revendiqué que soit respectée la dignité et les droits fondamentaux de ces peuples, à recouvrir leur souveraineté sur leur territoire. Nous sommes ici, dans le cadre de l'université d'été, pour confirmer notre appui et notre solidarité au peuple du Sahara occidental qui mène une lutte juste pour récupérer son territoire qui lui appartient en toute légitimité. Allez, direction le Maroc où l'élan de solidarité avec la cause palestinienne ne faiblit pas. Samedi soir, des milliers de manifestants ont battu le pavé dans plusieurs villes du royaume pour dénoncer l'attachement du Merzenne à ses relations avec l'entité sioniste et pour exiger la fin du massacre de l'armée d'occupation contre les Palestiniens de Gaza. Les terres agricoles du Maroc sont devenues arides. La sécheresse terrasse les champs depuis maintenant 6 années consécutives. Et après les céréales, c'est la récolte des olives qui est lourdement compromise. Les oléiculteurs de la province d'El Qal'a s'inquiètent d'une réduction significative des rendements cette année. Les détails, Hamid Meshri. Un été extrêmement chaud et sec, ressources en eau amoindries et menace sur la récolte d'olives au Maroc, une culture importante et répandue au royaume. Les agriculteurs de la province marocaine d'El Qal'a de Sararna, au centre du pays, qui abrite de larges surfaces d'oliviers, avertissent d'une réduction significative des rendements cette année. Ils prédisent que la récolte d'olives pour l'automne au Maroc sera en baisse de 60% par rapport aux années précédentes. Les Marocains devraient se préparer à des hausses de prix allant jusqu'à 50%, disent-ils, pour les olives et l'huile d'olive. Cela signifie également un manque
manque à gagner considérable pour l'économie marocaine, l'olive étant parmi les produits agricoles largement exportés. Avec un impact considérable sur l'économie locale des régions rurales, les oléiculteurs marocains qui se retrouvent face à des coûts qui dépassent ce qu'ils gagnent de l'activité craignent de se retrouver bientôt en situation de chômage. Ravagés par une chaleur torride et face à l'absence de mesures de soutien du gouvernement, des milliers d'oliviers ont été endommagés et ont fini vendus comme bois de chauffage à prix bas. La production d'huile d'olive dans l'ensemble du royaume a chuté de manière drastique par rapport aux années précédentes en raison de la sécheresse et des températures élevées. L'année dernière, la production d'olive a baissé de 44% par rapport à 2021, selon les données du ministère marocain de l'Agriculture. Une situation particulièrement préoccupante pour les habitants de la région qui dépendent de la culture de l'olivier de différentes manières pour subsister et nourrir leur famille. Les oliveraies marocaines sont considérées comme une source d'emploi importante au Maroc, fournissant plus de 51 millions de jours de travail par an aux agriculteurs. On va parler commerce à présent. Durant le premier semestre de l'année en cours, le déficit commercial de la Tunisie a enregistré un repli pour se situer à 8 milliards de dinars, soit environ 2,56 milliards de dollars américains contre 8,6 milliards de dinars pour la même période de l'année précédente. Selon l'Institut national de la statistique, la balance commerciale tunisienne continue de recevoir le choc émanant du déficit du solde énergétique du pays, qui est de l'ordre de 5,7 milliards de dinars. Quant au déficit commercial, il a diminué encore plus, évidemment, pour se situer à 2,2 milliards de dinars. Énergie, les exportations de gaz naturel liquéfié de l'Algérie ont augmenté au mois de janvier pour atteindre 1,04 million contre 0,9 million de tonnes en décembre dernier. Sur une base annuelle et mensuelle, les exportations de GNL du pays ont augmenté en mai pour atteindre 1,14 million de tonnes contre 1,09 million de tonnes l'année précédente. La Turquie et la France étant les plus grands importateurs de GNL algériens, suivis de près par l'Espagne et l'Italie. Lutte contre le narcotrafic, les éléments de la gendarmerie algérienne de l'Arwat ont saisi plus de 44 kg de drogue dure et arrêté une bande criminelle transnationale composée de 7 individus spécialisés dans le transport, le stockage et le trafic illicite de drogue sur l'ensemble du territoire. L'opération a été menée suite à la fouille d'un véhicule de tourisme par les éléments de la brigade régionale spécialisée dans la lutte contre la contrebande. Conscient des difficultés auxquelles fait face la CEDEAO, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye souhaite élargir les discussions pour tenter d'apaiser les tensions actuelles au sein de l'Alliance des États du Sahel et de la CEDEAO, mais aussi jeter les bases d'une coopération renforcée dans toute la région. Mohamed Wali Ben Chaban. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté. Constat implacable de la part du président sénégalais, fraîchement désigné comme facilitateur de la CEDEAO dans les discussions avec l'Alliance des États du Sahel, Bassirou Diomaye Faye prend son rôle au sérieux. Le nouveau chef de l'État sénégalais exprime en effet son espoir de promouvoir le dialogue et la réconciliation pour surmonter les tensions actuelles au sein de ces organisations. Cette nomination marque une étape importante dans les efforts multilatéraux pour stabiliser la région et renforcer la coopération entre les États de la région sahélo-saharienne. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Pour harmoniser les relations, le président sénégalais souhaite élargir les discussions pour tenter de réconcilier les positions de tout un chacun. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions.
Afin de mener le navire CEDEAO AES à bon port, Dakar s'engage à utiliser toutes ses cartes diplomatiques pour encourager les pourparlers entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, afin de ramener ces pays autour de la table de négociation. L'objectif est de dépasser les différends, d'aborder les défis communs et de mettre en place des mécanismes de médiation pour résoudre les conflits existants et préserver l'unité au sein de la nation africaine à l'aune de défis géopolitiques et sécuritaires majeurs. Et en ce qui concerne la question de la présence française au Sénégal, le président Bassirou Faye a exprimé sa volonté de discuter avec sérénité la question de la présence militaire française dans son pays, mais sans rupture brutale. Pour rappel, la France dispose de plusieurs emprises militaires à Dakar. Elle a commencé à réduire sa présence en 2023 et ne devrait conserver qu'une centaine de militaires au Sénégal contre 350 actuellement. On va dire quand ça va se faire à telle date, parce que même aujourd'hui la CEDEAO est en difficulté. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. On en parlait tout à l'heure en titre, nous sommes à J-1 avant les présidentielles au Rwanda. Quelques 9,7 millions d'électeurs sont appelés à voter demain pour élire leur futur président pour un mandat de 5 ans, mais également leurs représentants au sein du Parlement pour la même durée. 3 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le favori, le président sortant Paul Kagame, qui sera opposé à Frank Abinza, chef du Parti démocratique vert, et l'indépendant Philippe Mpayimana. Welcome us here and other authorities, but also the observers from the African. Tuganira n'abantu benshi nabo baye n'umujyanama mu nama njyanama y'akarere ka Burera nabyo mbikora imyaka ndi Nyiramahirwe Jeanne d'Arc. Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Je vous donne rendez-vous demain, même heure.